Bonjour à tous. Antoine Maille, je travaille pour l'entreprise IBM. Euh, Mon métier au quotidien, c'est de promouvoir nos solutions de stockage de données. Euh, D'où le titre de cette présentation, autour de la résilience des données. Alors, vous allez peut-être vous poser les questions, mais qu'est-ce que ça fait et pourquoi va-t-on parler de résilience des données dans un environnement sur la cyber-résilience? Dans notre vision, dans notre logique, vous avez investi, vos clients investissent dans des solutions, dans des logiciels, dans des produits pour éviter les attaques, pour circonscrire les attaques. Il n'y a pas aujourd'hui sur le marché un produit qui va vous assurer à 100% que personne ne va corrompre vos données. Les cas typiques, on les connaît tous, l'attaque ransomware qui va venir cryptoloquer les données de l'entreprise et qui mettent l'entreprise à risque. IBM, en tant qu'éditeur, fabricant, tout ce que vous voulez, de solutions de stockage, va vous apporter des outils complémentaires pour réagir rapidement, efficacement, le jour où l'ensemble des mesures que vous aurez mis en œuvre au niveau grâce à la cybersécurité se seront trouvées. Je vais être assez rapide sur ce slide parce que je pense que si vous êtes présent à un salon sur la cybersécurité, vous êtes bien au fait de ce dont on parle. La cybercriminalité, c'est pas du rêve, ça existe, c'est présent. Ça coûte très cher aux clients et ça coûte parfois même l'existence des entreprises. On a malheureusement tous en tête quelques références d'entreprises qui n'ont pas survécu suite à une cyberattaque. Donc pourquoi ce sujet est prégnant? Pareil, je pense que si vous êtes ici, il y avait juste avant moi un topo pour vous présenter la directive NIS 2, sur ce que l'ANSSI nous propose. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal pour entendre parler de cyberattaque, ce qui va vous permettre de mesurer l'importance du problème et notre devoir d'y faire face. Juste un petit joke parce que je l'aime bien, pour expliquer à quel point la cybercriminalité est devenue un business. Des gens gagnent de l'argent avec la cybercriminalité. Et de la même manière qu'il existe le Magic Quadrant Gartner pour évaluer les compétences et la qualité des solutions IT, il existe un Magic Quadrant des attaquants pour évaluer les plus efficaces. Preuve, s'il en fallait une, que c'est devenu un vrai business. C'était juste une petite parenthèse. Ce qui me préoccupe particulièrement, ça peut être résumé par ce chart. La cybersécurité, ce que font la majorité des gens dans ce bâtiment, ça va être d'essayer les acteurs malveillants en dehors de votre environnement, ou en tout cas de les garder inoffensifs dans votre environnement. Malheureusement, ce n'est pas du 100%. Et notre préoccupation à nous, en tant que provider d'infrastructures de stockage, c'est la cyber-résilience, c'est comment on va aider une entreprise à continuer à fonctionner ou recommencer à fonctionner le plus rapidement possible suite à un incident cyber. Et notre vision, notre conviction, c'est que la cybersécurité et la cyber-résilience sont deux piliers complémentaires et que ce sont des sujets auxquels tous nos clients devraient s'intéresser. Bon, dans l'histoire de l'IT, j'ai des cheveux blancs, je suis plus un débutant. J'ai vendu pendant très longtemps des solutions de PRA à nos clients basées sur des réplications, 2 sites, 3 sites, pour mettre les données de nos clients à l'abri d'incidents assez prévisibles, des inondations, des catastrophes naturelles, des incendies, des pannes électriques majeures. Globalement, la faute n'a pas de chance. La cyber-résilience oblige à mettre en œuvre des mesures et de la sécurisation dans un contexte un peu différent. Là où les mécanismes traditionnels cherchaient à nous prémunir donc, de choses bien précises,
Et pour conjurer le sort, la cyber-résilience, ou la cyber-recovery, appelons-la comme on veut, est là pour empêcher des gens qui veulent faire un maximum de dégâts dans votre entreprise où vous extorquez de l'argent. Donc vous êtes ciblé. C'est pas du pas de chance, c'est pas du par hasard. Là où les mécanismes traditionnels cherchaient à secourir des incidents locaux ou régionaux, globalement vous aviez un data center qui prenait l'eau, le reste de votre IT, si vous aviez correctement réparti vos infrastructures, était à l'abri. Aujourd'hui, sur une attaque cyber, ce n'est pas un data center qui va être ciblé, c'est l'ensemble de votre IT. Un petit zoom sur les infrastructures de sauvegarde. Généralement, les infrastructures de sauvegarde étaient un élément comme un autre, susceptible d'être défaillant, susceptible de brûler, susceptible de prendre l'eau. Là où maintenant, avec la cyber-résilience, c'est souvent par là que les attaques vont commencer. On va commencer par vous voler votre parachute, et après on va vous pousser dans le vide. Et vous allez vous retourner et vous dire mais je pensais avoir des sauvegardes, et en fait vous allez découvrir que vos sauvegardes étaient déjà corrompues et que le parachute vous ne l'avez plus. Avec une restauration traditionnelle, on travaillait sur des points de restauration connus. C'était assez simple. Si jamais mon infrastructure vient de tomber en panne, je vais restaurer la dernière sauvegarde. Avec des mécaniques cyber, il y a un risque certain pour que la dernière sauvegarde ait été déjà corrompue, sans que vous en ayez pu en avoir conscience. Donc pour restaurer, vous allez restaurer la dernière, vous allez découvrir qu'elle était déjà corrompue, vous allez restaurer la -2, vous allez découvrir qu'elle était déjà corrompue, vous allez restaurer la -3, et vous allez rechercher des points de restauration sains pour chacune de vos applications, chacun de vos environnements. Ce qui fait que vous allez peut-être en plus avoir des choses un petit peu hybrides. Certaines applications vont être restaurées avec la -1, certaines applications avec la -2. La remise en état suite à un sinistre traditionnel, globalement, c'était assez prévisible. Vous faisiez une sauvegarde par jour, donc vous savez qu'au pire, votre RPO il est d'une journée, et votre temps de restauration, vous avez testé 10 fois les restaurations, ça a duré 4 heures, vous savez que vous restaurez en 4 heures. Ça veut dire que si vous engagez un SLA face à votre métier, vous êtes capable de dire, au pire, je perds une journée de données, je les restaure en 4 heures. Face à un incident cyber, vous ne savez pas avec quelle copie vous allez repartir, et du coup, vous ne savez pas du tout combien de temps vous allez mettre à reconstruire vos environnements. Les durées de remise en état que l'on observe face à un incident traditionnel, c'était en heures, voire en jours, si on parlait de grosses quantités de données ou si on avait des outils de restauration un peu anciens. Là où sur les incidents cyber, on observe des jours ou des semaines de restauration. Des semaines de restauration. Et la question qui se pose, c'est est-ce que votre entreprise est capable de supporter des jours et des semaines de restauration de données, des jours et des semaines d'inactivité, le temps qu'on remette le business en service. Et le pire, c'est que l'occurrence d'un incident traditionnel, d'un incendie, d'une inondation dans un data center, c'est relativement faible. Quand ça se présente, il y a un article dans la presse. On sait que le data center d'OVH a brûlé, par exemple. Par contre, des incidents cyber, ça fait même plus la une dans les journaux. C'est devenu un incident quotidien des infrastructures IT. Et aujourd'hui encore, quand je parle à mes clients, nos clients ont assez facilement le réflexe de dire les données critiques, j'en fais 2 copies, j'en fais 3 copies parce qu'elles sont critiques. Et quand on arrive sur la data, sur la protection contre les risques cyber pour leurs données, les réflexes sont moins automatiques. Il faut réexpliquer. C'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les mœurs. Alors qu'on a des solutions. On a des solutions pas très compliquées à mettre en œuvre. On va avoir besoin de détecter les incidents au plus tôt. Quand il y avait le feu, c'était facile, ça sonnait. Quand il y a un ransomware qui s'installe dans votre data center, il n'y a rien qui sonne. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir déclencher, pour pouvoir sécuriser ça. Et pour repartir, il faut avoir la certitude d'avoir des données saines,
Donc comment je fais pour avoir la certitude le plus rapidement possible que mes données sont saines, et des mécanismes de restauration rapide. Pour atteindre ces objectifs, c'est loin d'être un unique IBM. On va s'appuyer sur le référentiel NIST qui va nous aider à identifier les bonnes pratiques. Alors d'abord, identifier quelles ressources on veut protéger. Est-ce que toutes les ressources de votre entreprise ont besoin du même niveau de protection? Probablement pas. Est-ce que vos données sont protégées et est-ce qu'elles sont propres? Et quand on parle de protection, je ne parle pas seulement de réplication de site, je parle de backup sécurisé. Est-ce que vous disposez des outils nécessaires et suffisants pour détecter rapidement une activité suspicieuse sur vos données? Je ne parle pas du firewall. Le firewall, il est là et c'est super et vous en avez besoin. Par contre, il existe dans votre entreprise des tas de chemins détournés qui peuvent permettre à des gens, à des outils, à des clés USB, à des mails que l'on reçoit directement, d'aller venir installer un ransomware au cœur de votre IT. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les outils pour le détecter? Quand une attaque est détectée, est-ce que vous savez comment vous allez réagir? La réponse est aujourd'hui encore rarement oui. C'est souvent on va voir, on va se réunir et on va décider. Sauf qu'il faut qu'il y ait des gens à réunir, parce que si l'attaque elle a lieu le week-end du 15 août, souvent c'est la galère. Une fois que vous allez décider, vous allez décider de restaurer probablement. Alors soit vous allez décider de payer, ce qui est rarement une bonne idée, mais soit vous allez décider de restaurer. Est-ce que vous savez comment vous allez restaurer? Est-ce que vous avez des idées claires sur ce que sera votre RTO et votre RPO de vos données de production suite à un incident cyber? Et est-ce que vous avez une vue actualisée de l'ensemble de ces composants et une capacité à fournir les preuves, comme la nouvelle directive NIS 2 vous l'imposera bientôt? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Sur une attaque traditionnelle, tout va bien. Au début, tout va bien. Un ransomware arrive, ça encrypte vos données tout doucement. Au bout d'un moment, boum, vous vous en rendez compte. Alors soit c'est le ransomware qui vous met la production par terre, soit vous vous rendez compte et en urgence vous coupez tout. Démarre votre phase de réaction, je fais l'inventaire. C'est quoi l'ampleur des dégâts? Quels sont les systèmes touchés? Et la phase de restauration, qui va être plus ou moins longue. Avant de remettre l'ensemble de vos systèmes en conditions opérationnelles, le constat, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué, c'est entre quelques jours et quelques semaines. La moyenne est à 28 jours. 28 jours pour faire repartir une entreprise suite à une attaque ransomware si on n'a pas été préparé avec des outils spécifiques. 28 jours. C'est long, 28 jours. Ce qu'on cherche à faire avec les outils de préparation, c'est à accélérer, c'est à réduire tout ça. L'attaque, on veut l'avoir le plus vite possible. Comme on a vu l'attaque le plus vite possible, la quantité de données qui ont été encryptées, corrompues, elle est relativement faible parce qu'on a pu réagir tout de suite. On s'est préparé à la réaction, on sait ce qu'on va faire. Comme on sait ce qu'on va faire, on va restaurer. Et on va restaurer de façon progressive, si bien qu'on va rendre le service, mais on va rendre le service de façon incrémentale. Et on va pouvoir commencer à rendre le service sur les applications les plus critiques pendant qu'on continuera à restaurer les applications qui sont moins critiques. Alors comment on va faire? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un outil magique. Je peux malheureusement pas vous vendre l'outil qui à 100% assurera la sécurité de vos données. C'est un chemin. Alors notre chemin, il grimpe, c'est un escalier, pour améliorer la sécurité de vos données. La base, ça va être ce que nos clients ont déjà en place, la réplication de données, un SOC, un SIEM, pour aller filtrer et attraper les intrusions le plus tôt possible. Ce qu'on va rajouter avec le stockage, ça va être l'immutabilité. C'est quoi l'immutabilité? C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que je dispose de copies de données
de copie de mes données de production à des endroits que personne ne peut modifier. Alors je l'ai après, hein, mais je peux déjà en toucher. L'outil ultime, c'est celui-là. Ça, c'est une bande. C'est vachement ringard, la bande. Hein. Bah, pas du tout. La nouvelle version est sortie il y a quelques mois, le LTO 10. Alors, je ne suis pas dans l'ordre de mes slides. Je dérive déjà. C'est le LTO 10. Là-dedans, ça coûte une centaine d'euros et on peut stocker 30 Tera de données pour une centaine d'euros. Et on a une roadmap extrêmement agressive et on sait que le LTO va continuer à évoluer dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, ça reste l'outil ultime pour mettre des données à l'abri. Vous prenez la bande, vous externalisez vos données, vous les mettez dans un coffre-fort, vous fermez le coffre-fort à clé. Il peut se passer plein de trucs, mais a priori, personne ne va venir encrypter vos données quand elles sont dans le coffre-fort. Je ne suis pas du tout dans l'ordre de ce que j'ai prévu, c'est pas grave. L'étape supplémentaire, ce sera la détection. En plus de mes firewalls, en plus de mes EDR, je ne suis pas à l'abri que des malwares ou que des risques arrivent jusqu'à mon stockage principal et je vais chercher à détecter dans mon stockage principal des nouveaux, la présence de ransomware. L'étape d'après, c'est la restauration de données propres et l'automatisation de ces restaurations pour pouvoir réagir rapidement. Alors, quelles fonctionnalités? Les fonctionnalités, on les a là. La détection des menaces, des copies sécurisées, donc la détection des menaces actives et la détection des menaces dormantes, la restauration, l'automatisation. Là, on va rentrer dans un point important qui est que vous allez pouvoir réaliser l'ensemble de ces fonctionnalités à deux niveaux. Soit vous allez pouvoir le réaliser dans votre stockage principal, qui est celui sur lequel tournent vos applicatifs critiques, votre ERP, votre CRM, tous les éléments qui sont critiques pour votre business, qui tournent sur des infrastructures qui globalement coûtent un peu cher. On va simplifier. Soit vous allez pouvoir réaliser, et donc des infrastructures qui coûtent cher, qui sont performantes et qui vont vous permettre des mécanismes de restauration extrêmement rapides. Soit vous allez le faire sur ce qu'on appelle le stockage secondaire, et c'est probablement là que vous allez le faire pour les données, pour les infrastructures et les applications qui sont beaucoup moins critiques. Et dans notre logique, on va définir ce qu'on appelle la MVP, la Minimum Viable Company, l'ensemble des applicatifs qui sont critiques pour votre business. Si ça ne marche pas, je ne produis pas et mon entreprise perd de l'argent. Et les applications qui sont peut-être un petit peu moins critiques et qui n'empêchent pas les gens de travailler. Et on ne va pas appliquer les mêmes technologies avec les mêmes objectifs en fonction des typologies de données dont on parle. Alors typiquement, dans le stockage primaire, on va chercher à détecter les menaces en quelques secondes. On va faire les copies de données directement à l'intérieur de la baie de disque, donc dans laquelle on va consommer de l'espace, donc de l'espace qui coûte un peu cher. On va, comme on a un stockage qui est performant, on va pouvoir aller faire une analyse de la qualité de ces copies extrêmement fréquemment, par exemple tous les jours, et on va offrir des mécanismes de restauration à l'intérieur de la baie de disque qui seront en quelques minutes. L'ensemble de mes données de production, je vais être capable de les restaurer en quelques minutes. Et avec une automatisation pour restaurer mes différents environnements de production en X fois quelques minutes. Là où pour mes données secondaires, mes données qui sont moins critiques pour mon business, je vais m'appuyer sur des outils externes, je vais faire la détection dans les machines virtuelles, je vais faire mes copies sur un stockage secondaire, peut-être de la bande, je vais faire des tests de mes copies, mais beaucoup moins régulièrement, parce que je vais avoir un niveau de performance qui sera différent, donc je ne pourrai pas me permettre de le faire en permanence. Et je vais avoir une restauration qui sera en quelques heures, parce que je vais avoir des données à déplacer physiquement. Les solutions IBM permettent alors, à la fois des outils pour répondre
a ces deux objectifs de performance pour mes données critiques et pour mes données non critiques, mais offre une vision intégrée et un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir pour l'ensemble de vos données une vision sur les risques associés à chacun de vos types de données et en cas d'alerte, en cas de crise même, une vision extrêmement simplifiée sur les différents points de restauration dont vous disposez pour les données critiques et pour les données non critiques. En les outils, j'ai déjà évoqué la bande. C'est pas le... Je vais passer au suivant. Le suivant, c'est celui-là. C'est que sur nos baies de disques, donc qui sont nos énormes disques durs, et j'en ai un là. Ça, c'est un disque dans lequel on stocke les données. Donc ça ressemble à un disque dur de serveur classique, mais c'est un disque que l'on met dans les baies de disques centralisées dans lesquelles on va avoir plusieurs centaines de téras, plusieurs pétas de données. Quand j'ouvre mon disque, dedans j'ai les chips flash, parce que c'est un disque de techno flash que tout le monde utilise, mais en plus dedans là, j'ai un chip qui est un ASIC, c'est un FPGA qui va faire du calcul. Et qu'est-ce qu'il va calculer? Il va analyser, alors il fait plein de choses, il fait de la compression, il fait de l'optimisation des écritures, mais il a une fonction particulière, il analyse 100% du flux d'écriture en permanence, alors par le hardware, donc sans impact du tout sur les performances, pour y rechercher la présence d'un ransomware ou une écriture qui aurait un comportement louche, inhabituel. D'un seul coup, mon serveur qui écrivait toujours de façon à peu près pareille, il se met à écrire de façon random, ou le taux de compressibilité des données, il est en train de s'effondrer, ou il est en train de s'améliorer. Là où vous allez recevoir une alerte en disant sur ce volume attaché à tel serveur, il se passe un truc bizarre. Peut-être que tu viens de recevoir un ransomware qui va commencer à encrypter tes données. Alors pour l'instant, on ne prend pas la décision de couper l'accès au volume, parce qu'on a encore quelques faux positifs, et planter la prod d'un client parce qu'on a des faux positifs, c'est un risque qu'on ne prend pas encore. Mais vous allez remonter une alerte qui va remonter dans votre SIEM, et qui va être une alerte extrêmement importante à prendre en compte et à corréler avec l'ensemble des autres éléments. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est comme on a pris des copies immuables qu'on a mis au coffre-fort, déjà on va en prendre une nouvelle, tout de suite, hop, j'ai une alerte, je prends une copie. Il y aura probablement, si jamais c'était un incident grave, je serais bien content d'avoir une copie à offrir aux autorités légales pour audit, pour savoir ce qui s'est passé. Et puis toutes mes copies que j'avais en coffre-fort qui s'apprêtaient à expirer, je vais décider de les garder parce que je suis peut-être en train de découvrir que j'ai un gros pépin qui s'annonce. Donc je vais garder ces données-là. Voilà. Donc c'est une stratégie multicouche. On a plusieurs outils. Les sensors qui sont présents dans les serveurs, la détection au niveau dans le stockage, une détection secondaire par l'analyse des copies, des copies qui sont dans le stockage primaire, des copies qui sont dans le stockage secondaire, que l'on va remonter dans des environnements clean room régulièrement. On s'en fout de ça. Hop, hop, hop. Et j'ai une charte qui synthétise notre vision. Vous avez vos applications critiques qui sont hébergées dans un stockage, sinon j'ai pas de micro, qui sont hébergées dans un stockage principal. On réalise régulièrement, plusieurs fois par jour, des copies de ces données de production qu'on va stocker dans un coffre-fort immuable. Personne ne peut les supprimer, personne ne peut les toucher. Sur mes applicatifs, sur mes machines virtuelles, j'ai déployé des sensors qui sont des éléments complémentaires qui vont corréler les informations vues sur le stockage avec les informations qui sont vues dans les machines virtuelles. Dans un environnement isolé, une clean room, régulièrement, je vais prendre des copies, je vais remonter ces copies et je vais les analyser avec un moteur de scan d'anomalie, alors qui est application agnostique, ça veut dire qu'il va analyser différemment si c'est une base Oracle, si c'est un environnement SAP, si c'est des machines virtuelles, par exemple. Et cette mise au coffre-fort, cette remontée de la copie, c'est des choses qui se font à l'intérieur de la baie de disque, donc qui se font par des jeux de pointeurs instantanément. Prendre une copie, ça prend 1 seconde. En faire une copie pour la monter dans l'outil de scan, ça prend 1 seconde.
quelle que soit la volumétrie de données dont on parle, parce qu'en fait, on ne déplace rien, c'est uniquement des jeux de pointeurs. En cas de pépin, si je suis contraint de restaurer mon environnement de production, eh ben, je vais faire ma restauration directement à l'intérieur de ma baie de disque par des jeux de pointeurs instantanément. C'est 1 seconde. Alors, le temps de balancer les commandes, ça va être 1 minute. L'opération réelle, elle est instantanée, mais le temps d'envoyer les commandes sur les différents volumes, ça va être de l'ordre de la minute. Mais à l'échelle de l'incident, c'est instantané. On va monitorer ça avec un outil qui s'appelle DRS, qui va orchestrer les copies et orchestrer l'analyse de la qualité des copies. Ça, c'est pour le stockage primaire. Donc pour les données, toutes les données qui sont celles de votre minimum viable company. À côté, vous avez toutes les données qui ne méritent pas. Toutes les données qui ne méritent pas ce niveau de protection. Entre guillemets, toutes les données pour lesquelles on aura du mal à justifier d'investir à ce point pour protéger des données qui ne sont pas si critiques que ça. On va avoir à côté les solutions de stockage traditionnelles qu'on va continuer à utiliser, bien évidemment, et que l'on va intégrer dans cette logique avec des outils comme Data Protect, Storage Protect, pour orchestrer avec le même outil les copies primaires et les copies secondaires, les tests de ces backups avec des remontées en clean room et une orchestration globale pour disposer via un même dashboard d'une capacité à restaurer les environnements primaires et les environnements secondaires. Notre vision, notre stratégie, alors ça s'appuie sur un catalogue de produits qui s'appelle IBM Storage Defender. Je l'ai déjà évoqué, ce n'est pas un produit unique, ce n'est pas un produit magique. On a différents composants, une sécurisation qui est progressive. On va vous rajouter des éléments de sécurisation pour atteindre un niveau de résilience dont on pense qu'il est bon. On n'est pas naïf, vous avez un existant. On adore aller voir des clients et tout repeindre du sol au plafond. C'est assez rare qu'on nous en donne l'opportunité. Donc on a des composants qui vont s'intégrer dans votre existant. Si vous n'avez pas de stockage ou si vous avez du stockage IBM, on va être super content. Si vous avez déjà un stockage de nos concurrents, eh ben on fera avec. Et on va pouvoir rajouter des briques et des composants qui vont améliorer la sécurisation de vos environnements en partant de là où vous êtes. La grosse difficulté auquel on fait face dans ces démarches, c'est que nos interlocuteurs traditionnels, quand on parle stockage, c'est des gens qui gèrent l'infrastructure stockage. Jusque-là, tout est normal. Ces gens-là n'ont pas toujours un niveau de conscience de ce en quoi le stockage peut être une solution aux problématiques de sécurité. Et très souvent, ils nous disent « Non mais la sécu, c'est pas chez moi, c'est la sécu qui gère ». Et ils n'ont pas conscience du pouvoir et de ce que le stockage peut faire pour aider à la sécurité. Et on a besoin de les accompagner et généralement, il faut intégrer dans la démarche plus que nos responsables infrastructure, les gens sécurité et les équipes métiers. Pour ce faire, on a créé 2 petits outils. Alors le premier est extrêmement simple. C'est une évaluation autonome. Il y a sur Internet un questionnaire avec 10 à 15 questions. On vous pose des questions extrêmement simples. À quel point vous êtes prêt ? Quel est le risque pour votre entreprise si vous n'êtes pas prêt ? On fait 10 questions, ça fait un joli pie chart qui est opposable à une direction générale, qui peut servir de base de discussion en disant, en fait, moi, mon infra, elle est prête pour des tas d'incidents. Par contre, pour la cyber-résilience, quand je me pose les questions et quand je prends un petit peu de recul sur ma situation, je me rends compte que je suis à la ramasse, il faudrait qu'on en discute, peut-être qu'on a un chantier à lancer. Pour aller un tout petit peu plus loin et pour aider les équipes infrastructures à dialoguer avec leurs collègues de la sécurité, 1 minute, et avec les équipes de la direction générale, on a créé un petit atelier qui dure une demi-journée dans lequel on propose une méthodologie pour réfléchir avec eux sur la base de cet outil, mais pour les aider à analyser l'existant et analyser les risques pour l'entreprise de l'absence de décision et de l'absence de technologie. Et on me demande de m'arrêter, alors je m'arrête. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Nous avons un stand A07, je pense, dans la dernière allée là-bas. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite.
nous vous accueillerons avec plaisir. Bon après-midi.